Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le narratif des blockchains modulaires est selon moi le narratif le plus puissant de 2024 et 2025, qui a donc même encore plus de potentiel que le narratif sur l'intelligence artificielle. Et pour ça, je vous ai réalisé ma propre map de l'écosystème des blockchains modulaires autour d'Ethereum, qui comporte plus de 95 projets. Pour faire cette map, je me suis inspiré du concept de la map que Messari avait fait l'année dernière, et donc je l'ai complètement refaite à ma sauce, et j'y ai ajouté de nombreux projets issus des mois de recherche que j'ai fait sur l'écosystème modulaire et des dizaines de projets qui le composent. C'est de très loin le narratif qui comporte le plus de projets à très haut potentiel. On retrouve dedans la majeure partie des plus grosses pépites technologiques de la blockchain. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une blockchain modulaire, quels sont les éléments qui la composent et quels sont les différents types de rollup. On passera en revue toute la map que je vous ai faite, je vous expliquerai en quoi consiste chacune de ces catégories et je vous donnerai quelques-uns des projets les plus intéressants de chaque catégorie. On verra pourquoi ce narratif peut représenter l'avenir de la crypto et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai quelles sont les façons d'investir sur ce narratif. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça me régale et ça m'aide vraiment à savoir si ce genre de contenu vous plaît. Alors avant de comprendre ce qu'est une blockchain modulaire, faut savoir qu'à la base, les blockchains étaient toutes monolithiques. Une blockchain monolithique, c'est une blockchain qui va prendre en charge toutes les différentes fonctions d'une blockchain, donc qui va à la fois ordonner les transactions dans des blocs, exécuter ces transactions et les inclure à jamais sur la blockchain. Mais au fil des années, on a vu que ce système comportait de nombreuses limites, car c'était impossible sur une seule blockchain de remplir parfaitement chaque fonction. Les projets qui veulent construire sur ce type de blockchain sont également très limités en termes de choix de technologie, car ils doivent se plier à ce que propose la blockchain monolithique comme stack technique. Et puis généralement, s'il y a peu ou pas de problème de sécurité, c'est que la décentralisation ou la scalabilité n'est pas folle et inversement. Et pour scale une blockchain monolithique, généralement, ça va demander que les nœuds du réseau aient des ressources informatiques très importantes, qu'un particulier comme vous et moi n'a clairement pas. Mais on peut noter que la blockchain monolithique la plus connue qui arrive encore beaucoup à séduire aujourd'hui, c'est Solana. Faut savoir qu'à la base, Ethereum était une blockchain monolithique, mais on a rapidement vu les limites en termes de scalabilité que l'architecture d'Ethereum imposait. C'est pour ça que depuis 2-3 ans, on voit des projets émerger avec comme but de séparer un à un chaque composant, chaque fonction de la blockchain pour se spécialiser sur une de ces fonctions. Et c'est clairement pas nouveau qu'on est toujours beaucoup plus performant en se spécialisant pour faire quelques trucs très bien, plutôt que d'essayer de tout faire moyennement bien. On n'a pas eu besoin de la blockchain pour apprendre ça. Et donc les blockchains modulaires, c'est un tout nouveau paradigme dans l'architecture et la façon dont on construit les blockchains. Ce sont toutes ces blockchains qui se sont spécialisées pour ne remplir qu'une ou deux fonctions majeures de la blockchain de la façon la plus optimisée possible, ce qui permet globalement d'améliorer la scalabilité, l'adaptabilité et l'interopérabilité des blockchains. Et ces fonctions principales, ce sont la data availability, le consensus, l'exécution et le settlement. La data availability, ou disponibilité des données en français, c'est le fait de s'assurer que tous les nœuds du réseau ont bien toutes les données des transactions à disposition. On dirait peut-être pas comme ça, mais c'est primordial, car si les nœuds n'ont pas toutes les données, ils ne peuvent pas arriver à un consensus et donc ne peuvent pas exécuter les transactions. Et vous avez déjà sûrement entendu parler de ce concept grâce à Celestia, qui est la blockchain modulaire la plus connue dans le domaine de la data availability. Après ça, on va voir la fonction de consensus, car une fois que les nœuds ont toutes les données des transactions, ils vont pouvoir vérifier les transactions et se mettre d'accord sur comment les ordonner dans les blocs. C'est ce processus qu'on appelle le consensus. Et vu que cette fonction est très liée à la fonction de data availability, ça fait que généralement, ce sont les solutions de data availability qui assurent aussi cette fonction. Ensuite, il y a la fonction d'exécution. Ça va un peu dépendre des types d'architecture, mais globalement, c'est le fait d'exécuter les transactions pour pouvoir faire appliquer les changements d'état à la blockchain. C'est aussi sur cette couche d'exécution que reposent tous les smart contracts, c'est dans cet environnement d'exécution que les applications vont être utilisées. Et pour finir, on va voir la fonction de settlement, ou règlement en français. C'est la fonction d'une blockchain qui consiste à décider de la validité de la zero knowledge proof dans le cas d'un ZK rollup, ou de la validité de la fraud proof dans le cas d'un optimistic rollup. Par exemple, dans le cas d'un ZK rollup comme Starknet, la fonction de settlement, c'est Ethereum qui va l'assurer, car c'est sur Ethereum que Starknet va poster les ZK proof, et c'est Ethereum qui va décider si oui ou non elle est valide. Et donc dans cet exemple, une fois qu'Ethereum a validé la ZK proof, il va pouvoir inclure la ZK proof de manière immuable dans sa blockchain, c'est ça le settlement. Maintenant qu'on a passé en revue ces quatre fonctions, c'est intéressant de comprendre quels sont les différents types de layer 2 qu'on peut créer en fonction de comment on assemble ces différentes briques de fonctionnalité entre elles. Aujourd'hui, la plupart du temps, les layer 2 sont simplement associés à leur layer 1. Le layer 2 va se charger de la fonction d'exécution des transactions pour apporter la couche de scalabilité pendant que le layer 1 fait tout le reste. Je rappelle que la blockchain de layer 1 qui est de loin la plus utilisée, c'est Ethereum. Et les layer 2, il y en a plein aujourd'hui. Il y a les optimistic rollup comme Arbitrum et Optimism, et les ZK rollup comme ZK-Sync ou Starknet. Dans cette configuration, on va généralement parler de rollup, car pour qu'un layer 2 soit considéré comme un rollup, il faut que les fonctions de settlement et de data availability soient assurées uniquement par son layer 1, dans notre cas Ethereum. Maintenant, il y a des chances que vous ayez jamais entendu parler des autres noms d'architecture que je vais citer, mais c'est pas parce qu'elles ne sont pas utilisées, c'est juste qu'aujourd'hui, vu que ces innovations sont très récentes, par abus de langage, on appelle tout un rollup alors que tout n'est pas un rollup. Tout d'abord, on peut parler des validiums. Ce sont des ZK rollup qui vont utiliser
la fonction de settlement d'une certaine blockchain, mais qui vont réaliser la fonction de data availability sur une autre blockchain, ou même en dehors de la blockchain. En gros, ça va par exemple être des projets qui vont utiliser Ethereum comme settlement pour ancrer leurs transactions dans le marbre, et qui vont utiliser des solutions comme Celestia pour la data availability. L'avantage de ces validiums, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier de la solidité du réseau Ethereum, tout en diminuant drastiquement leurs frais de transaction grâce aux solutions comme Celestia. On a aussi les Volition, qui eux sont en gros des hybrides entre les Rollup et les Validium. Sur ces Volition, on va pouvoir choisir si pour la data availability, on veut utiliser la même blockchain que pour les settlements, ou si on veut l'envoyer ailleurs. À ma connaissance, ça n'existe pas vraiment encore, et je sais que c'est dans la roadmap de Starknet de proposer ce genre de possibilités, ce qui permettrait aux développeurs d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur le choix d'architecture de leur application. Ensuite, on a les Optimium. Globalement, ce sont des Validium, et au lieu de fonctionner avec les Zero Knowledge Proof comme les ZK Rollup, ils vont fonctionner avec des Fraud Proof comme les Optimistic Rollup. Dans cette catégorie, on va retrouver des projets comme Manta, Metis ou Mantle. Vous pouvez explorer ces différentes catégories sur le site de L2Bits. Et pour finir, on peut parler des Sovereign Rollup. C'est un type de rollup qui va assurer lui-même les fonctions d'exécution et de settlement, et qui va juste déléguer les fonctions de data availability et de consensus à une autre solution. Les Sovereign Rollup permettent donc de garder pas mal d'indépendance et de contrôle sur son rollup. On a le projet Sovereign qui propose par exemple des kits de développement de Sovereign Rollup. Et donc maintenant, on va passer en revue la map de l'écosystème des blockchains modulaires autour d'Ethereum, dans laquelle on va retrouver tous les différents acteurs et composants majeurs de l'univers des blockchains modulaires. Tout d'abord, on va avoir les Layer 2 General Purpose. En gros, c'est dans cette catégorie que j'ai rassemblé tous les différents types de rollup dont je viens de parler. Et General Purpose, ça signifie que ces Layer 2 peuvent supporter dans l'idée n'importe quel type d'application, que ce soit une application sociale, de gaming, de DeFi, etc. Ce sont donc des environnements d'exécution généralistes, mais qui supportent aussi des fonctions de settlements pour que des applications, des AppChain ou des Layer 3 puissent se construire par-dessus. Je vais pas m'attarder sur un projet en particulier car vous en connaissez déjà sûrement plusieurs. On retrouve les classiques Arbitrum, Optimism, mais aussi des ZK Rollup qui seront bientôt en production comme Linea ou Aztec. Ensuite, on a la catégorie machine virtuelle. Faut savoir qu'une machine virtuelle dans la blockchain, c'est l'environnement qui va permettre d'exécuter les smart contracts. C'est l'environnement dans lequel vivent toutes les applications. La machine virtuelle la plus connue, c'est l'EVM pour Ethereum Virtual Machine, qui est une machine virtuelle qui utilise le langage de programmation sur Solidity. Sur l'EVM, on va par exemple retrouver des applications comme MetaMask ou Uniswap. Et donc dans cette catégorie, on va retrouver tous les autres types de machines virtuelles qui fonctionnent avec des langages de programmation différents et qui permettent des choses que l'EVM ne permet pas. Globalement, le but de ces machines virtuelles, c'est de proposer un environnement beaucoup plus performant que la machine virtuelle d'Ethereum. Donc on retrouve des projets comme Eclipse qui permet d'utiliser la machine virtuelle de Solana sur un Layer 2 tout en utilisant le Layer 1 Ethereum. Et on a des projets comme Starknet qui propose la Cairo VM, qui est une machine virtuelle basée sur le langage Cairo qui permet de rendre tous les smart contracts prouvables avec des Zero Knowledge Proof. J'ai d'ailleurs une vidéo qui sortira bientôt dans laquelle je présente 3 projets de cette catégorie qui ont selon moi un potentiel d'adoption énorme. On peut noter que dans cette catégorie, j'aurais aussi pu ajouter des projets qui ont une machine virtuelle qui booste l'EVM grâce entre autres à la parallélisation, comme Say Network, Neon ou Monad, qui était d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo. Après, on a la catégorie des coprocesseurs ZK. Les machines virtuelles qu'on vient de voir, ce sont des environnements d'exécution on-chain, donc sur la blockchain, tandis que les coprocesseurs ZK, ce sont des environnements d'exécution off-chain. Ils sont pour moi extrêmement intéressants car leur but, c'est de pouvoir réaliser des calculs en dehors de la blockchain, donc de bénéficier de la même puissance de calcul qu'une application Web 2, tout en postant une preuve zero knowledge à la fin du calcul, comme quoi ils ont bien effectué le calcul avec intégrité. C'est clairement un sous-narratif du narratif modulaire que je trouve très pertinent. J'ai déjà parlé de risque zéro dans une de mes vidéos, qui ont un coprocesseur appelé Bonsai qui permet d'exécuter des programmes et générer des zero knowledge proof. Mais on a aussi d'autres projets comme Axiom qui font ça, ou des projets comme Giza et Modulus, mais qui ont eux une spécialisation sur le machine learning et donc l'intelligence artificielle. Ensuite, on a la catégorie settlement spécifique. Donc contrairement aux Layer 2 General Purpose qui font de l'exécution et du settlement, les projets de cette section sont plus spécialisés sur le settlement. Après, tous ces projets ne font pas uniquement du settlement. Berachain a par exemple développé son concept de Proof of Liquidity et Argus est spécialisé dans le gaming et construit des kits de développement pour ça. Il y a également la catégorie de la Data Availability. C'est un composant vraiment crucial de l'architecture modulaire car la Data Availability représente la majeure partie du coût d'une transaction. C'est en grande partie à cause de ça que les transactions sur Ethereum coûtent un bras car c'est très cher de mettre toutes les données sur Ethereum et donc on a genre 90% du coût de la transaction qui part là-dedans. C'est pour ça qu'on a des projets comme Celestia qui sont apparus et Celestia, c'est quand même le projet qui a le plus participé à la création de ce narratif modulaire. Mais on a également d'autres gros acteurs qui vont bientôt sortir leur solution de Data Availability comme Avail ou EigenLayer avec EigenDA. Après, on peut parler de la catégorie des séquenceurs partagés. Je vais pas réexpliquer en détail ce qu'est un séquenceur, j'en parle sur ma vidéo sur Starknet, mais en gros, c'est un des deux composants majeurs d'un Layer 2 qui va servir à exécuter les transactions et les mettre dans des blocs. Et faut savoir qu'aujourd'hui, une des plus grosses limites des Layer 2, c'est que la totalité de ces Layer 2 ne possède qu'un seul séquenceur, donc il y a un gros point de centralisation
à ce niveau. Donc l'idée pour les Layer 2 dans le futur, ça va être de se créer tout un réseau de différents séquenceurs pour décentraliser cette partie. Et donc on va retrouver des projets comme Madara, qui est un framework pour Layer 3 sur Starknet qui a développé un séquenceur, mais on a aussi des acteurs qui montent en puissance comme Astria ou Espresso. Ensuite, on peut enchaîner avec les frameworks pour Rollup. Les projets de cette catégorie développent des kits de développement qui contiennent tous les composants d'un Rollup. Donc ça va servir à ce que les développeurs puissent piocher dedans pour développer plus facilement leur propre Rollup de A à Z en choisissant les composants qu'ils veulent. Donc s'ils préfèrent plutôt Celestia ou EigenDA en Data Availability ou s'ils préfèrent tel ou tel séquenceur par exemple. Le framework de Rollup le plus connu et utilisé aujourd'hui, c'est la OP Stack d'Optimism, mais il y a aussi la stack d'Arbitrum, Arbitrum Orbit qui arrive fort, et on a des frameworks de ZK Rollup comme celui de zkSync ou de Madara. Une catégorie qu'on peut au premier abord confondre avec les frameworks, c'est celle des Rollup as a Service. Les projets de cette catégorie, ils vont justement se baser sur les frameworks qu'on vient de voir. Mais en gros, la différence majeure, c'est que sur les solutions de ces projets, on va pouvoir déployer un Rollup en quelques minutes sans aucune compétence technique, il n'y a rien à développer du tout. Caldera propose par exemple des Rollups basés sur les frameworks d'Arbitrum et Optimism, et on peut voir que sur leur plateforme, en quelques clics, je peux sélectionner mon framework, mon token natif, ma solution de Data Availability, donner un nom à mon Rollup, et hop, c'est fini, je peux le déployer. Et globalement, c'est le même système sur toutes ces solutions. Donc le concept, c'est vraiment de rendre le déploiement d'un Rollup accessible à tous. Mais du coup, je pense que la limite à ça, c'est que c'est pas avec ce genre de service que tu vas créer les infrastructures les plus optimisées, les plus performantes. On peut noter que j'ai aussi rajouté Anchor à cette catégorie, car ils servent à fournir tout un réseau de RPC à ces Rollups. Pour finir, il faut également des solutions qui rendent interopérables tous les projets dont je viens de parler. Et pour ça, on a les projets de la catégorie cross-chain. Comme vous le voyez, il y a vraiment pas mal de solutions différentes. On a des protocoles de communication très généralistes comme Axelar ou Hyperlane, on a des solutions qui utilisent la technologie ZK comme Polyhedra, et on a des projets qui ont un focus sur la DeFi comme Mytosys ou Catalyst. Je vous laisse admirer quelques instants ma magnifique map, j'ai mis du temps à la faire donc faut que je la rentabilise. Et je vous invite vraiment à me dire en commentaire quel est votre top 3 des catégories que vous trouvez les plus intéressantes, ça pourrait m'indiquer quels sont les projets à prioriser dans de prochaines vidéos. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, merci à ceux qui le feront. Je rappelle aussi que cette map a un focus sur la blockchain de Layer 1 Ethereum, donc c'est normal s'il n'y a pas Avalanche, Cosmos, Polkadot, etc. Ne paniquez pas. Je tiens aussi à dire qu'évidemment cette map est incomplète. Déjà parce que je voulais qu'elle reste compréhensible, et aussi parce que je connais pas tous les nouveaux projets qui sortent chaque semaine. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel projet j'aurais pu rajouter dans chaque catégorie. J'aurais aussi pu ajouter des catégories en plus, comme celle des oracles, dans laquelle on va retrouver forcément Chainlink et Peace Network, mais aussi des projets comme Supra ou Pragma par exemple. Et puis il y a le narratif du restaking qui rentre dans le narratif modulaire, qui est dirigé par le géant EigenLayer, et qui est suivi par tout un tas de protocoles de liquid restaking qui utilisent EigenLayer. Vous l'aurez peut-être compris, pour moi ce narratif représente clairement l'avenir de l'infrastructure blockchain. Les blockchains modulaires permettent une immense personnalisation, les développeurs peuvent choisir d'assembler leur infrastructure préférée comme un Lego, ils ont beaucoup plus de contrôle sur leur projet, ils sont libres de faire les modifications qu'ils veulent, de choisir le langage de programmation qu'ils veulent, etc. En plus de ça, ces architectures modulaires ont un potentiel de scalabilité énorme, car chaque brique de la stack technique modulaire peut se spécialiser au maximum pour proposer les meilleures performances. Ça permet également aux projets qui se lancent de se sécuriser très facilement en utilisant des infrastructures solides déjà existantes, sans avoir besoin de se créer leur propre set de validateurs. Je pense que l'approche des derniers gros monolithes comme Solana arrive toujours à convaincre, car sur Solana, globalement c'est rapide et pas cher, et il y a une communauté d'utilisateurs et de développeurs intéressante, mais pour moi, ce sont des attributs qu'on va pouvoir retrouver très facilement avec ces architectures modulaires, sans parler d'Eclipse, qui développe littéralement une solution pour mettre Solana en Layer 2 sur Ethereum. Et pareil avec le projet Movement, qui met en quelque sorte Aptos SUI en Layer 2 sur Ethereum. Après, c'est bien beau de développer 45 000 solutions d'infrastructure modulaire, mais maintenant, on va surtout avoir besoin d'applications très concrètes qui construisent dessus et qui attirent réellement des utilisateurs, sans que ce soit par spéculation pour un airdrop. On commence à voir ça tout doucement arriver, mais aujourd'hui, ça reste très cloisonné à ceux qui utilisaient déjà la blockchain auparavant. Et forcément, sans applications à succès qui réussissent à embarquer des millions de vrais utilisateurs, toute cette belle infrastructure ne sert à rien, mais je suis confiant pour l'avenir. Pour finir la vidéo, je peux vous donner mon point de vue sur les façons d'investir sur ce narratif. Mais avant ça, je rappelle que je ne suis absolument pas conseiller financier. Si vous investissez dans un token, c'est vous qui l'avez décidé et vous en êtes le seul responsable. Vous en avez sûrement marre de l'entendre et moi ça m'amuse pas forcément de le répéter, mais c'est très important. Alors faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une petite partie des projets de ce narratif qui ont déjà un token. On a les tokens des Layer 2 Optimistic Rollup comme Arbitrum et Optimism, ou des Optimium comme Mantle et Manta. On a le token du projet Celestia en Data Availability, le token de Dimension dans la catégorie Settlement, on a Altlayer et Gelato dans Rollup as a Service, Axelar en interopérabilité, Anchor pour les RPC, mais c'est à peu près tout. On remarque que les projets de ce narratif qui ont sorti un token récemment ont été très vite très capitalisés. On a vu Celestia atteindre 20 milliards en FDV, Dimension 8 milliards, Altlayer 4 milliards. Selon moi, c'est en partie dû à la puissance de ce narratif, au fait qu'on mise sur l'hypothèse
l'hypothèse que tous les projets futurs se baseront sur cette infrastructure modulaire, mais je pense qu'il y a aussi énormément de spéculation sur le fait qu'en stackant ces tokens, on peut potentiellement être éligible à des airdrops. Sans cette partie spéculation airdrop, je pense que Celestia n'aurait pas encore atteint 20 milliards et que Dymension n'aurait jamais eu autant de hype. Car encore, Celestia, c'est vraiment une infrastructure au centre de tout ce narratif, mais Dymension, franchement, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit encore hyper utilisé. Et puis, ça commence à être une action très mainstream de stacker des TIA, même des DIM, donc faut bien avoir ça en tête, car plus une action est évidente, plus de gens la font, et moins c'est rémunérateur. Après, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, car de nombreux projets vont se baser sur ces infrastructures pour se déployer, enfin surtout Celestia. Donc ça peut toujours être intéressant de stacker certains tokens d'infrastructure clés, mais la plupart de ces tokens ne sont pas encore sortis. Sinon, il y a un projet que je trouvais hyper intéressant il y a quelques mois en termes de spéculation, c'était Gelato, car il était à peine à 100 millions de FDV, et il est positionné en plein sur le narratif modulaire. Il a récemment fait x3, et il est maintenant aux alentours de 100 millions de market cap et 400 millions de FDV, mais il en a peut-être encore dans le ventre. Car quand on le compare avec Altlayer, qui est aussi un projet roll-up as a service, bah Altlayer est littéralement 10 fois plus capitalisé, alors qu'il me semble que Gelato est même bien plus utilisé que Altlayer. Après voilà, Altlayer bénéficie de l'aspect nouveauté plus spéculation airdrop, ce qui joue en sa faveur. Et puis en vrai, la plupart des gens ne comprennent pas encore la différence entre tous ces projets. C'est pour ça que comprendre quelles sont les infrastructures les plus pertinentes et les plus utiles avant tout le monde, ça a clairement de la valeur. Je pense aussi à Anchor, qui travaille dans l'ombre de nombreux projets, mais qui a une réelle valeur ajoutée et qui a pas une capitalisation hyper élevée comparée à d'autres projets vu ce qu'il propose. Donc voilà, si vous avez regardé la vidéo jusque là, je pense franchement que vous avez une longueur d'avance sur tout le marché, car la plupart des gens ne comprennent même pas dans quoi ils investissent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos potes. C'était Victor, à la prochaine.